Entretien au Très Carré, le balado où on jase de l'agriculture en toute simplicité. Cette semaine, on reçoit Jean Lafont. Je te laisserai peut-être te présenter. Jean Lafont. Oui, bonjour, Jean Lafont, travailleur à la ferme de recherche de Normandin, chercheur en sciences du sol depuis 1992. Donc, j'avais été engagé initialement en éco-agriculture, donc pour le Moyen-Nord, pour le Pré-Nord. Donc déjà, il y a 30 ans, on parlait d'agriculture du Pré-Nord. Le lac Saint-Jean était identifié comme ça. Puis à l'époque, le superintendant il avait mis ça comme priorité au niveau de la recherche. Évidemment, j'étais arrivé à Normandin, puis j'avais une page blanche là, pour mon programme. OK. Fait que finalement, j'ai embarqué un peu dans les équipes qui existaient là-bas, à Normandin, à la ferme. Donc, il y avait un chercheur en plantes fourragères, un chercheur en céréales, un chercheur en qualité des aliments au niveau des ruminants. Puis moi, j'arrivais là en agriculture du Pré-Nord, sciences du sol, un joyeux mélange de ça. Fait que finalement, l'orientation, ça a été évidemment sur les cultures propres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc les fourrages, le canola, les petites céréales et le bleuet. Bien évidemment. Puis finalement, j'ai travaillé là-dessus au cours des années, donc en fertilité des sols plus que donc adapter les cultures, évaluer l'efficacité des nutriments pour voir, là, pour améliorer l'efficacité, pour augmenter la productivité, puis améliorer l'efficacité des nutriments, donc un meilleur prélèvement, moins de pertes dans le sol, moins d'impact sur l'environnement. Donc c'est un peu mon mandat. Puis, évidemment, au cours des années, on a évolué. Le parti bleuet, évidemment, a pris une plus grande part parce qu'il y avait un chercheur à Québec qui travaillait sur le bleuet sauvage. Il a comme été mandaté sur d'autres projets. Fait que j'ai pris comme sa place. Je trouvais que c'était pertinent d'avoir un chercheur normandin à l'endroit. Ouais, à l'endroit même. Fait que depuis une vingtaine d'années, là, que peut-être un peu plus, là, que j'ai de travaux sur le bleuet sauvage, là, en collaboration avec l'industrie, avec le syndicat des producteurs de bleuet. Puis, on se tient en contact là, avec toute l'industrie et les intervenants. Oui, on va en reparler plus tard. Là, puis oui. Avec la bleuetière dans l'enseignement de recherche, là, c'est quelque chose là, à laquelle je sais que tu as contribué énormément. Tu dis, arrivé en 92, tu arrivais de où? Ah oui, j'arrivais de Québec, OK. Originaire de la ville de Québec. Fait mes études en agronomie à l'Université Laval. Après ça, une maîtrise en sciences du sol à l'Université Laval. Puis après ça, on se rappelle, dans les années 90... l'emploi n'était pas facile. Oui. C'était autre chose qu'aujourd'hui. Donc, j'ai eu des contrats. J'ai travaillé pour des producteurs de pommes de terre comme dépisteur dans la Mauricie. Okay. Après ça, j'ai eu des contrats avec l'Université Laval. Après ça, j'ai eu un contrat de recherche avec un chercheur à Agriculture Canada à Ottawa. Puis après ça, je suis rentré comme contractuel au Centre de recherche de Québec sur un projet spécifique. Là. J'avais un contrat de 3 ans. Puis finalement, entre-temps, il y a un poste qui est ouvert à la ferme de recherche de Normandin. Puis finalement, j'ai appliqué et je suis arrivé là, à l'automne 92. Puis c'est encore là aujourd'hui. Oui, 30 ans plus tard. On va juste déterminer quelque chose. Là. Ferme expérimentale, ferme de recherche, comment ça s'appelle? Anciennement, ça devait être ferme expérimentale parce que tout le monde utilise encore ce terme-là. Oui, il y a eu ferme expérimentale, puis après ça, ça a été ferme de recherche, puis maintenant, on ne le sait plus. on a fait un plan stratégique, et moi je disais que c'était ferme de recherche, puis lui qui nous aidait pour le plan stratégique, il dit non, c'est ferme expérimentale. Fait que je me suis pas ostiné. OK, fait que c'est comprenable que dans la population, qu'il y ait différents noms aussi. Oui. Mais en théorie, on redeviendrait ferme expérimentale parce qu'à Ottawa, la ferme centrale, c'est une ferme expérimentale. Fait que pour avoir un lien commun là, pour toutes les institutions. Là. Mais sur la pancarte en avant, c'est encore écrit ferme de recherche. OK. Tu dois savoir ça sûrement, sinon on la recherchera. Ça a été fondé quand, la ferme expérimentale? J'ai fait mes recherches 1936 officiellement. 1936? Oui. Quand même, hein? Oui. Mais il y avait eu, auparavant, il y avait eu comme un producteur, inventeur à Normandin qui faisait des petites recherches sous la supervision d'un chercheur d'Ottawa. Ah oui? Oui.
C'était, je pense, un monsieur Poirier. Ah, ouais. Puis il faisait des petits essais de cultivars, des essais de patates, un peu n'importe quoi. Là, Puis il était quand même supervisé par. Ouais, il se faisait comme, tu sais, il envoyait des protocoles, puis tu sais, il se faisait valider. Qu'est-ce que tu en penses? Avant 1936? Oui, c'était en 1905 à peu près. Ouais. Ouais. Puis par la suite, ils se sont demandé, avec la Fondation du Canada, il était décidé qu'il allait avoir au moins une ferme de recherche dans chacune des provinces. OK. C'était comme le deal qui avait été signé entre les provinces puis le fédéral. Puis bon, déjà qu'au Québec, il y avait la ferme, je pense, de Sherbrooke, qui était plus ancienne que nous autres. Peut-être la Pocatière. Donc, on est à peu près la troisième. Peut-être, en tout cas, dans les premières. OK. Puis là, il y avait eu un choix. On va-tu à Héberville? On va-tu à Saint-Félicien? On va-tu à Normandin? Évidemment, il y a eu un peu de politique. Puis finalement, ça a été établi là, dans la plaine de Normandin, là, qui était comme une belle région agricole. Il y avait des sols représentatifs du du lac Saint-Jean. Puis, bon, il y avait un beau bassin de producteurs agricoles aussi. Fait que c'est là que ça a été établi. Puis, évidemment, les premiers mandats de la ferme, c'était... Bon, il y avait des études, des projets qui se réalisaient à la ferme, mais beaucoup aussi de démontrer puis d'éduquer les producteurs. Parce que, donc, il y avait comme le MAPAC, donc, dans le fond, le ministère de l'Agriculture du Québec, probablement qui était moins bien établi. Fait qu'après la messe sur le perron de l'église, il y avait l'agronome qui faisait son speech, dans le fond, qui faisait de la formation aux producteurs agricoles. Bon, j'exagère un peu. J'ai fait une image, là, mais on enseignait un peu les C'était pas dans un cadre là, vraiment formel. Non, c'était plus... C'est lui qui allait chercher son auditoire. Oui, quelle variété, les dates de semis, comment travailler le sol, voir les dates de récolte, comment travailler le sol, comment fertiliser. Donc, c'était un peu les balbutiements de l'agriculture au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis évidemment, les mandats ont évolué pour avoir des projets un peu plus structurés. Donc, on avait tout le temps eu des évaluations de différentes espèces, orge, avoine, blé. Après ça, il y a eu des études sur les améliorations des pâturages. Après ça, là, on tombe dans les années 50, 60, début 70, un projet sur le troupeau laitier qui était mené principalement par Ottawa, qui donnait leurs directives. Les années 80, on continue là-dessus. Il y a d'autres chercheurs qui arrivent, plus en plantes fourragères, en céréales. Puis là, on développe plus des projets autonomes à la ferme, moins dictés par des chercheurs d'Ottawa, mais des recherches plus originales, adaptées ici à la région. Après ça, on arrive dans les années 90, j'arrive. Ouais. Puis, dans le fond, pas qu'on se débarrasse, mais le ministère priorise ses priorités, dans le fond. C'est que là, on avait des vaches en Normandin, mais il y en avait aussi à Sherbrooke. OK. Fait que c'était des gros coûts. Fait qu'on a centralisé l'expertise sur les bovins laitiers à Sherbrooke. Puis nous autres, Normandais, on s'est orientés avec le mandat du Centre de Québec au niveau des sols et des grandes cultures. Donc, ma venue, dans le fond, consolidait là, cette priorité, cette tendance-là. Ouais. Okay. Puis on entend tout le temps parler, là, c'est la fameuse vache qui avait un hublot. Là. Oui, la vache fistulée. C'est pas juste un mythe, là, c'était vrai. Non, c'était vrai. Dans le fond, on a cherché le liquide ruminal à l'intérieur. Puis ça permettait de faire des expériences pour évaluer la dégradabilité du fourrage. Dans le fond, le rumen, c'est un bouillon de bactéries puis de micro-organismes. Fait que dans le fond, on en prélève. Puis dans des tubes, on peut simuler la dégradation du fourrage dans des tubes au lieu de le faire dans la vache. Puis au lieu d'avoir 200 vaches, si on veut tester des aliments, bien là, juste avec une vache, elle nous fournit du liquide ruminal, puis elle nous permet rapidement de faire des tests. C'est vraiment un laboratoire vivant. Oui. Puis tantôt, tu parlais qu'au départ, il y avait Héberville, Saint-Félicien. C'est-tu juste une question politique qui a amené ça à Normandin ou géographiquement aussi, c'était quand même intéressant? Bon, il y avait déjà des choses initiées avec le producteur, M. Poirier. Ça a donné une chance aussi, ça? Probablement. Oui, parce qu'il était lié avec Ottawa. Moi, c'est ça, il y avait les connexions. Puis probablement que c'était... Là, j'ai pas réussi... J'ai lu un peu, mais j'ai pas retrouvé qu'est-ce que je cherchais. Fait que c'est probablement là, des questions politiques là, que j'ai lu un peu, mais il y avait aussi que Normandin, avec sa grosse église, à la limite, c'était quasiment rendu une cathédrale. Oui. Fait qu'il y avait des rumeurs comme quoi que l'échevêché, ils étaient entre Chicoutimi puis le haut du lac. Ça aurait eu un impact. Fait que là, il y avait une tendance à vouloir aller d'établir la ferme de recherche dans le haut du lac. Mais c'est ça que j'ai cherché. Puis il me semble que je l'ai déjà lu, mais je ne l'ai pas retrouvé. mais non, c'est quand même intéressant de voir qu'il pouvait même... Puis c'est facilement croyant qu'il pouvait avoir une influence au niveau du clergé. De l'Église aussi loin. Puis vu le contexte historique, c'est facile à imaginer, c'est clair. Tu as parlé un peu, dans le fond, les travaux, tu as fait un peu... la liste, tu disais 90, les vaches laitières sont
Ils sont concentrés à Sherbrooke. Oui, puis là, on a bâti le nouveau bâtiment. OK. Ouais, c'était sous le règne des conservateurs, puis c'était Brian Mulroney qui était premier ministre, puis je pense que c'était M. Bouchard qui était député mettons, Lac-Saint-Jean ou Roberval, je ne me rappelle pas comment que les comtés s'appelaient dans ce temps-là. Fait que finalement, on a un bon coup de pouce du politique pour construire un nouveau bâtiment, là, quand même, près de 10 millions. Fait qu'on a tout regroupé, l'administration, les laboratoires. Donc, avant, on avait des laboratoires vraiment là, pas conformes, puis vraiment pas performants. Donc, des nouveaux laboratoires, des serres, des aires de propagation, un garage pour la mécanique, puis après ça, toute une aire pour nettoyer le grain, faire sécher. Donc, vraiment des installations là, très bien faites, puis qui correspondaient aux besoins là, de la recherche. OK, puis ça, c'est des années 90. Oui, il a été inauguré, je pense, en juillet 92. OK. Ouais. Fait que ça plaçait quand même la ferme là, de façon sérieuse et durable, si on veut. Oui, oui. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai pas connu les anciens bureaux. Je suis rentré directement dans la nouvelle bâtisse. Fait que j'ai pas vu là, les anciens bureaux, dans le fond, qui étaient une maison aménagée là, en bureau. Là. C'était... C'était quelqu'un qui était dans le salon, puis il y avait 2 chambres, puis bon, ben c'est ça. C'était rustique. Agriculture agroalimentaire Canada. C'est le nom du ministère, oui, si on veut. Oui. Puis, en gros, tu peux peut-être nous le définir un peu, nous expliquer un peu c'est quoi, en gros? C'est un gros ministère. Donc, ça doit, hein? C'est un gros ministère. Il y a différentes directions. Nous autres, on est dans la direction générale des sciences et technologies, mais aussi il y a toutes les directions au niveau du marketing. Il y a aussi l'Agence d'inspection des aliments, qui est une agence, mais qui relève du ministère. Après ça, la Commission canadienne du grain... Oui, du blé. Du blé, qui est aussi fait partie de notre... OK, c'est aussi avec agroalimentaire. C'est une commission, mais qui fait partie quand même. Okay. Là. Puis après ça, il y a toute la direction générale des politiques. Puis il y en a plein que je ne me rappelle pas. Mais c'est une grosse business, dans le fond, aussi bien de la production, toutes les parties support à l'agriculture au niveau de l'argent, des subventions, des assurances. Oui. Il y a les politiques au niveau de la commercialisation, plus la recherche. C'est vrai que c'est assez immense, comme d'un océan à l'autre. Puis oui, d'un climat à l'autre. Oui, d'un climat à l'autre. Ouais, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Tantôt, tu parlais du pré-nord. Moi, nous autres, en 92, c'était le pré-nord. Vous n'étiez pas tout à fait encore le nord. On n'était pas encore arrivé au nord. Puis aujourd'hui, on a redescendu. Là, on est en train d'appeler, on est en zone boréale. OK. Plus poétique un peu. Oui, ben parce qu'on s'aperçoit, parce que je l'ai vu un peu dans tes questions, on peut en parler tout de suite, dans le fond, agriculture nordique. Oui. Au début, on ne savait pas trop c'était quoi, comment le définir. Chacun avait sa définition, parce que c'est sûr que mettre agriculture et nordique dans la même phrase, généralement, ça ne fait pas de sens. Donc, on a dit, c'est pour ça qu'on dit plus agriculture boréale. Donc, boréale, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a la limite nord de l'agriculture. Donc, des sols et un climat qui permet de produire en grande quantité des aliments, aussi bien pour les humains que pour les animaux. Quand on parle d'agriculture nordique, là, on va parler peut-être plus de sécurité alimentaire, d'autonomie alimentaire, du jardinage, de microclimat qu'on pourra avoir plus au nord. Des fois, soit des cultures en serre, donc ou de la culture sans sol. Donc, on pourrait avoir des tunnels où est-ce qu'on pourrait produire des plants de tomates dans des pots, dans le fond, puis pour allonger la saison, ou du moins avoir un peu d'aliments locaux pour ces communautés-là qui sont plus éloignées et isolées. OK, mais Agriculture agroalimentaire Canada a quand même un rôle à jouer. Commence. Okay. On veut aller là-dedans avec un centre de recherche à Saint-Jean-de-Terre-Neuve qui, eux autres, sont plus au nord que nous autres, dans le fond. Ouais. Puis leur terrain de jeu, ça ressemble au parc des Laurentides. C'est ça leur genre d'agriculture. Après ça, on a aussi des stations dans l'ouest. C'est Beaver Lodge, qui est au nord de l'Alberta, qui a aussi un mandat un peu d'agriculture nordique. Mais on va aller plus au nord, vraiment, là, les communautés isolées, comme sur la Côte-Nord. Y a des fois, on pourrait faire plus de produits locaux, du moins durant l'été, soit des légumes ou des salades, tomates, des trucs comme ça. OK, puis c'est vraiment... C'est un mandat qu'on veut se donner. OK, puis c'est vraiment de rechercher à nourrir les populations. C'est pas d'essayer de trouver le produit, le petit fruit ou des choses comme ça qui va pousser. Non. C'est d'adapter ou soit développer la cueillette de petits fruits qui sont locaux chez eux, comme sur la Côte-Nord, la chicoutée, comme au Lac-Saint-Jean, le bleuet sauvage.
mais aussi qu'il n'y ait pas juste la nourriture par bateau, qu'il y ait une certaine sécurité alimentaire. Donc, fait que c'est vraiment un impact Puis évidemment, il y a aussi le côté autochtone. S'il y a des communautés autochtones, Inuits ou des Premières Nations métisses qui sont intéressées, bien évidemment, Agriculture Canada peut les accompagner, peut les aider à développer des systèmes durables de production. Ah, c'est super en fonction de leurs ça. besoins, là, évidemment. Là, on ne veut pas arriver avec nos gros sabots là, pour leur dire quoi faire, là, mais on est là pour les accompagner s'ils ont besoin d'aide. OK. Ah, fait que ça risque quand même, dans un avenir assez rapproché, d'être un... C'est un gros défi. C'est Oui, un gros défi parce qu'il y a un chercheur qui est engagé sur ce domaine-là récemment ici à la ferme de recherche de Normandin. OK, il est à Normandin? Il est à Normandin. C'est Jean-Pascal Matteau. Puis lui, son mandat, c'est vraiment agriculture nordique et autochtone. Okay. Donc, en ce moment, il travaille sur son côté nordique, mais là, il est en train de communiquer avec les gens pour l'agriculture autochtone. Donc, on ne rentre pas là comme on veut. On a un bureau de liaison autochtone à Ottawa qui peuvent nous aider. Donc, c'est vraiment là, un travail de longue haleine là, pour pouvoir commencer à avoir des projets en collaboration avec eux autres. Donc, on veut faire du co-développement, répondre à leurs besoins. Donc, c'est vraiment là... Ça, c'est pas juste dans le nord du Québec, là, c'est... Partout au Canada. Pays, partout, ouais. Ce chercheur-là, est-ce qu'il y a d'autres? Tu parlais qu'il y avait l'Alberta. Sont-ils aussi en lien avec les communautés autochtones là-bas? Ils vont avoir des mandats aussi, puis Terre-Neuve aussi. OK, ils ont des liens aussi à faire. Crème, c'est quelque chose qu'on savait pas. C'est bon. Oui, c'est un gros dossier. C'est un gros dossier. Je comprends, mais tu sais, on est là aujourd'hui. Oui, c'est ça. À force d'en parler aussi, on commence mieux à le comprendre aussi. Tu sais, c'est comme la première fois qu'on a entendu parler d'agriculture nordique, ben on dit on en fait. Mais là, on s'habitue au terme, on comprend mieux qu'est-ce que le gouvernement veut avoir, fait qu'on comprend plus ses orientations. Puis c'est la même chose au niveau de l'agriculture autochtone. Traditionnellement, les Autochtones du Sud, les Premières Nations comme les Wendake, les Hurons, eux autres, c'était les trois sœurs. Donc, ils cultivaient le maïs, le haricot, puis des courges, citrouilles. Les trois sœurs? Oui. Connaissez? Non? Non. Ah, OK. On appelle ça les trois sœurs. Dans le fond, ils cultivaient le maïs. Le maïs, on cultivait aussi du haricot. Donc, le maïs servait de tuteur au haricot. Puis, le haricot apportait de l'azote au sol aussi. Puis, on mettait une courge ou une citrouille là, comme pour avoir un autre légume là, dans le système de production. Ça, c'était fait par les Hurons? Les Premières Nations. Donc, dans le sud du Québec. Là, avant qu'on arrive sur le continent? Avant qu'on arrive. Puis, c'était quand même une tradition là, qu'il y avait du sud des États-Unis aussi, qui était montée jusqu'ici. Là. Donc, c'était dans leur alimentation traditionnelle. Puis évidemment, c'était des peuples aussi de chasseurs et cueilleurs. Donc, ça apportait des légumes dans l'assiette. OK. Fait qu'on va entendre parler d'agriculture autochtone de plus en plus. Puis, oui. Je suis content que tu nous éclaircisses ça, parce que c'est ça, c'est pas juste l'agriculture qui se fait là. Ce que je comprends, c'est que vous voulez aller plus large puis développer... Ça peut être plus large, là, aller prendre les connaissances autochtones par rapport soit à des plantes indigènes, ou bien soit à leur utilisation... soit médicinale ou alimentaire. Donc, on veut co-développer des projets. Okay. C'est sûr qu'on sort un peu de l'agriculture traditionnelle. On tombe plus, là, peut-être dans au niveau alimentaire. Donc, mais on a quand même un mandat alimentation chez Agriculture Canada. OK. Ben, ça va de soi. Hein, c'est ça. Fait que la ferme de Normandin est quand même bien positionnée par rapport à toute cette agriculture nordique ou boréale? On va dire on est boréal quand on travaille au lac Saint-Jean, puis on devient nordique quand on s'en va un peu plus loin, un peu plus haut. C'est bon, la distinction est faite, excellent. Fait que la ferme de Normandin est quand même bien positionnée par rapport à son rôle dans toute cette nouveauté-là, est quand même bien... parce que tu disais qu'il y avait Alberta, Terre-Neuve... Qui sont des centres ciblés, là. Fait qu'il y en a 3 au Canada? Oui, mais ça déborde quand même, parce qu'on a des collaborations avec si on manque d'expertise... si on parle, mettons, pour la qualité des aliments, on a des centres au Canada comme Guelph et Saint-Hyacinthe qui travaillent sur la qualité des aliments. OK. Donc, si on veut voir si les légumes du Nord sont plus riches en sucre ou plus riches en protéines, on a des spécialistes quand même pour nous aider. Puis s'il y a des problématiques, mettons, de maladies, ben on a des phytopathologistes qui peuvent nous donner un coup de main là, pour OK, c'est quand même large, là. Oui. Puis on travaille en équipe. Là. C'est fini de travailler tout seul dans son laboratoire. Oui, bien, puis aujourd'hui, les communications font en sorte, on l'a vu. Oui. Fait qu'ils veulent des équipes multi, puis intégrées, puis aussi avec des connaissances, là, pas juste très pointues, mais on travaille plus large en intégrant le plus de monde possible. Je te pose une question par curiosité, là. Oui. Est-ce que
Moi, je trouve ça fascinant, là, tout ce que tu nous amènes là, l'agriculture nordique, autochtone. Est-ce que ça l'intéresse, le reste de l'agriculture agroalimentaire au Canada? Tes collègues, ils te posent-tu des questions? Ça les intéresse? Tu sens-tu qu'ils ont un intérêt des autres centres? Oui, il y a un intérêt, mais c'est sûr qu'au début, tout le monde se questionne. C'est quoi ça? C'est quoi cette bête-là? Puis tout le monde a des commentaires, puis dans le fond, on a eu les mêmes commentaires, nous autres, ici à Normandin. OK. Puis dans le fond, c'est à force d'en parler, on voit des présentations, puis là, ça commence plus à se préciser. Fait qu'évidemment, puis on ne peut pas, avec une équipe de 4 à Normandin, avec un chercheur vraiment mandaté sur l'agriculture nordique autochtone, il ne peut pas tout faire tout seul. Fait que c'est sûr que s'il y a des aspects de fertilité des sols, je vais lui donner un coup de main. Si on a des aspects d'agriculture de précision, on a des spécialistes dans le sud du Québec qui peuvent nous donner un coup de main, soit les maladies, les mauvaises herbes. Donc, on a des spécialistes un peu partout. Okay. Donc, on n'est pas obligé non plus maintenant d'être positionné vraiment dans le Nord pour travailler pour le Nord, avec les communications puis la facilité de transport. Il n'y a pas de limite, là. Tu nous amènes là-dessus peut-être, en gros, voir un peu le fonctionnement. C'est sûr que c'est une grosse machine. Mais de façon simple, là, mettons un projet de recherche, là, Jean Lafond débute un projet de recherche. Faut-tu qu'il soit autorisé? Comment ça? Oui. Justement, c'est une bonne question. Tu ne te lèves pas un matin et dis bon, on va travailler là-dessus? Non, justement, en ce moment, on est justement dans l'élaboration de nouveaux projets. OK. Fait que dans le fond, le ministère établit des priorités. Puis là, justement, on est sur un nouveau plan qui vient de sortir récemment, un plan de 10 ans. Puis il y a 4 grands missions, soit la résilience des agroécosystèmes, les changements climatiques, l'économie circulaire et la transformation numérique. OK. Donc, c'est le fameux big data. On génère beaucoup de données, puis après ça, on fait quoi avec ces données-là? Donc, on veut les utiliser et les réutiliser pour modéliser, pour faire plein de trucs dans le fond. Fait que dans ces 4 grandes missions-là, ils ont établi des priorités, des buts plus spécifiques. Fait que dans le fond, là, ils nous demandent d'écrire des lettres d'intention. Donc, j'ai une idée, puis là, il faut que j'écrive 2 pages à peu près pour dire le qui, comment, pourquoi. OK. Donc les objectifs, c'est en lien avec les priorités du ministère, avec qui je vais travailler, un budget. Je dépose ma lettre d'intention dans le système. La lettre d'intention est évaluée par les directeurs de sciences. Puis là, c'est accepté ou refusé. Si c'est accepté, là, ils vont nous demander d'écrire une proposition complète. OK. Donc, vraiment, une problématique là, qui n'a pas juste 2 lignes, mais qui est conséquente. Donc, une revue de littérature. Après ça, comment qu'on veut, avec des objectifs, la problématique. Comment qu'on veut régler la problématique. Donc, d'écrire un peu la façon qu'on va procéder, d'écrire les mesures, les méthodes. Après ça, démontrer qu'on a l'expertise scientifique, avec qui tu vas travailler, c'est quoi que tu fais là-dedans. Puis après ça, les retombées, dans le fond, pour le Canada, pour l'industrie, pour le milieu. Puis après ça, on renvoie la proposition complète pour évaluation. Puis là, ça sort du ministère, donc c'est des évaluations qui sont faites par les pairs. OK. Donc, ça peut être des chercheurs aux États-Unis, en Australie, en France, au Canada. Donc, on est réévalué par nos pairs. Si tout va bien, le projet est accepté. Et on reçoit des sous, puis on peut commencer à travailler. Puis, grosso modo, comment il peut s'être passé de temps entre la lettre d'intention puis le début du projet? 9 mois à peu près. Ah, c'est un peu comme une naissance, finalement. Oui. Mais des fois, ça prend de l'épidurale. Puis, c'est dur un petit peu au niveau de cette façon de fonctionner-là. Il n'y a pas de droit d'appel. OK, si c'est refusé... C'est refusé, tu sais, c'est that's it, that's all. Passe à autre chose. Ouais. Fait que c'est ça qui est dur un petit peu. Là. Oui, parce que tu défends... habituellement, en tout cas, quand tu amènes une idée, c'est parce que tu y crois puis tu le vois, la nécessité. Mais on est tout le temps aussi, au ministère, il y a de l'argent pousse pas dans les arbres. Fait que il y a des limites, il y a des contraintes budgétaires. Fait que là, cette année, ils ont fait un appel de projet, mais ils nous ont pas dit la quantité d'argent qui allait être disponible. Ils disent à peu près 6-7 millions, mais c'est pas beaucoup. Parce qu'on est 20 centres de recherche au Canada. OK. Il y a 12 priorités. Fait que si on prend, mettons, 7 millions divisé par 12 priorités, ça fait à peu près 585 000 par priorité. Je l'ai compté hier. Parce qu'on se posait la question, parce qu'on est en train de monter un projet. Fait que finalement, puis on sait qu'un projet, c'est au moins 100 000 à peu près par année que ça coûte. Par année. Par année. Tu sais,
C'est soit des étudiants gradués qu'on engage, des étudiants d'été, les coûts d'opération, les analyses de laboratoire, puis tout ça. Donc, c'est dispendieux faire de la recherche. Là. Puis bon. Fait que, finalement, on s'aperçoit que cette année, l'appel de projet, dans le fond, il n'y aura pas beaucoup de projets qui vont être acceptés. OK. Puis là, les montants ne sont pas très grands, mais il y a d'autres sources de financement. Faut quand même, c'est une source de financement. Il y a aussi les laboratoires vivants. Je ne sais pas si c'est pas un nouveau concept. Dans le fond, c'est qu'on travaille beaucoup avec le milieu, où est-ce qu'on co-développe des idées, des projets. Ça, il y a des montants qui ont été alloués aussi pour les laboratoires vivants. Après ça, il y a tout le secteur, le ministère, mais aussi des fonds disponibles à l'industrie. L'industrie monte des projets, puis ils vont être financés au mieux 70-30 par le fédéral, 70% d'argent qui provient du fédéral, et au pire 50-50. OK. Fait que dans le fond, le ministère établit aussi des priorités. Si ça intéresse l'industrie embarque. Puis finalement, on voit qu'il y a un intérêt. Donc, le gouvernement participe. Puis l'industrie participe aussi au projet. Donc, il y a beaucoup d'argent dans ces... On appelle ça des grappes scientifiques. Là. Il y a beaucoup d'argent dans ce secteur-là. C'est quand même des bons défis quand on monte un projet de recherche. Oui. Oui. Je comprends. On développe des nouvelles habiletés qui n'étaient pas nécessairement les initiales dans notre plan de match de carrière. Parce que là, toutes les demandes de financement, c'est le chercheur Jean Lafont aussi qui a ça dans sa liste. Oui. OK. Donc, il faut trouver des partenaires, il faut trouver des façons de faire, il faut trouver des collaborateurs, il faut cibler les priorités aussi bien de l'industrie que du ministère, il faut que ça fitte ensemble. Donc, c'est tout une gymnastique. Oui, ça t'oblige à être assez à la page puis être assez au courant de... Oui, il faut établir des réseaux entre collègues, mais aussi avec l'industrie. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de projets justement avec le syndicat des producteurs de bleuets. OK. Donc, je connaissais les directeurs généraux, les présidents, on se rencontre souvent, je vois leur activité. Donc, il faut tout établir des bonnes relations parce que quand on a une bonne relation de confiance avec les partenaires, mais c'est toujours plus facile. Là. Ça, c'est sûr. Puis ta réputation et tes preuves. Ben, c'est ça, puis on a des suites au projet. Il y a comme un lien de confiance, fait que c'est plus facile par la suite. Là. D'ailleurs, tu nous amènes sur les producteurs de bleuets. Il y a un beau projet qui a été fait, là, que tu t'es impliqué quand même beaucoup aussi, là, la bleuetière d'enseignement et de recherche, c'est comme ça qu'on l'appelle? Hein? Oui, la BER. La BER, c'est ça. Oui. Moi, ça, c'était un projet qui date de plusieurs années, dans le fond. C'est qu'avec le Club Conseil Bleuet, le syndicat, on voulait comme avoir une vitrine. Quand on a des visiteurs ou faire des visites sur le terrain avec les producteurs, avoir une place où est-ce qu'on pouvait avoir certains projets de recherche qu'on pouvait démontrer facilement là, nos activités, puis faire de la vulgarisation pour le Club Conseil Bleuet. Eux autres, ils veulent vulgariser à leurs producteurs. Donc, il y avait un intérêt pour tout le monde d'avoir une place, là, une bleuetière pour démontrer là, les activités. Évidemment, le projet a évolué. Il y avait l'Université du Québec à Chicoutimi qui était aussi intéressée avec la venue d'un nouveau chercheur. Fait que là, il y a aussi il y a tout le temps un peu de politique là-dedans. C'est jamais loin. C'est jamais loin. Puis, il y avait aussi une bleuetière à Normandin qui appartient à la Corporation Aménagement Forêt. Puis, il y avait un secteur qui est dans le fond que la corporation pensait que ça leur appartenait, mais finalement, ça appartenait au ministère des Ressources naturelles encore. OK. Fait que là, il était en train de donner un appel d'offres pour faire du bleuet. Puis là, la corporation, il dit non. Il dit, c'est chez nous. Ils se sont fait répondre non, vous n'êtes pas chez vous. Mais là, il dit, on peut vous le garder à condition, seulement si vous faites de la recherche sur ce terrain-là. Wow, les astres se sont assez bien alignés. Fait que finalement, on avait là, ça répondait un peu aux objectifs, là, donc aux attentes qu'on avait. Puis finalement, il y a eu moi, à ce moment-là, je me suis comme retiré parce que ça devenait moins recherche, ça devenait beaucoup plus administratif, okay. Puis un peu plus... moi, j'avais moins d'intérêt dans le fond, puis moi, mon poste, je ne suis pas un poste de gestionnaire, mais vraiment plus scientifique. Fait que finalement, il s'est formé un comité de gestion avec l'université, le MAPAC et le syndicat et la corporation. Donc, pour trouver... ils ont identifié le terrain. Il y a un projet qui a été monté, il a été accepté. Fait que ça a permis de défricher la forêt. Avec les revenus de la forêt, ça a payé, dans le fond, après ça, les opérations de broyage. Puis là, dans le fond, cette année, ça a été la première récolte. OK. Mais ça a vraiment parti à zéro. Là. Oui, c'était une forêt mature de pin gris, donc okay. qui était rendue à maturité qu'il fallait récolter. Fait que finalement, avec les récoltes du bois, finalement, on a fait une bleuetière. Ça fournit de l'argent. Puis, cette année, première récolte. Première récolte. La superficie de cette bleuetière-là, à peu près? 44 hectares.
quand même. C'est dans le secteur là, proche de l'île aux Trembles, à Normandin. OK. Fait que ça devient carrément un laboratoire pour tout projet de recherche en lien avec la production de bleuets. Là, en ce moment, là, le leadership a été pris par l'Université du Québec à Chicoutimi. OK. Fait que dans le fond, ils vont implanter des infrastructures sur le site, donc un garage, puis un petit laboratoire, une espèce de petit chalet pour avoir des rencontres là-bas. Puis évidemment, les chercheurs de toutes les institutions vont être invités là, à aller faire des projets de recherche là, à cet endroit-là. Parce qu'avant ça, mettons, dans ton cas, tu voulais faire un projet de recherche sur le bleuet, il fallait que tu trouves un producteur qui était enclin à... C'est ça. Souvent, mes partenaires, c'était les coopératives. Ah oui, c'est vrai. Fait que c'était plus facile, dans le fond, puis ça touchait plus de producteurs. Puis parce que souvent, quand on fait de la recherche, on prend un petit bout de terrain, fait que ça enlève un peu de récolte. Pour un petit producteur, c'est plus embêtant. Tandis qu'une grosse coopérative, perdre quelques kilos, c'est pas grave, là, c'est moins pire. Fait que, puis ils comprennent peut-être plus l'enjeu de la recherche. C'est ça, mais souvent, on fait des projets dans leur bleuetière, mais on part à peu près avec 1 kilo par parcelle. Donc, si j'ai 50 parcelles, je pars avec 50 kilos. Puis le reste, on le laisse à bleuetière. Ouais, donc, c'est pas majeur. Là. Puis sur ces 50 kilos-là, comment t'en manges? Souvent, j'en mange aucun. On dirait qu'à force d'aller des voix, non, c'est comme... Cette bleuetière-là, puis on parlera en général, mais on va commencer par le bleuet. Ça va être quoi un peu, d'après toi, les impacts qu'une bleuetière de recherche de genre-là peut avoir dans notre secteur? C'est un plus, c'est sûr. C'est sûr que c'est un plus, puis ça permet à tous les partenaires d'avoir un lieu commun. C'est évidemment comme le syndicat a un fonds de recherche, donc ils vont avoir intérêt d'investir à cette bleuetière-là, mais investir aussi ailleurs, dans d'autres projets. C'est pas unique, là. C'est pas tous les projets de recherche de bleuets ne sont pas tous concentrés là. Non, il ne faudrait pas non plus, parce que il y a comme des limites. Des fois, on veut des projets qui sont plus larges, que plusieurs sites, plusieurs conditions pédoclimatique. Ouais. Bon. Parce que des fois, au Saguenay puis le lac, c'est pas nécessairement les mêmes conditions. On le voit. Ouais. Fait que c'est ça. Puis si on veut faire des projets de mauvaises herbes ou si on veut faire des projets au niveau des insectes, oui, ça peut être un site intéressant, mais il y a d'autres sites qu'on va établir quand même. Mais ça va être un lieu de rassemblement. Ça va servir de vitrine aussi pour que les producteurs venez à la bleuetière. On va tout vous montrer tous les projets là, qu'on réalise là, quasiment dans la région. Là. Puis ça doit aussi emmener des scientifiques. Ça va amener des scientifiques. Déjà, il y a des gens de l'Université Laval qui sont venus. OK. Fait qu'on commence. On est dans les premiers pas. Là. Puis, il y a le Conseil Bleuet qui a un petit projet de recherche aussi là, au niveau des herbicides. Je crois, oui. Puis, fait que c'est ça, tranquillement. Là. Mais là, la bleuetière n'est pas encore bien établie. Fait que c'est dur de faire des projets de recherche parce qu'il y a trop de variabilité sur le terrain. Mais éventuellement, peut-être dans 4-5 ans, là, on va pouvoir vraiment faire là, des projets là, dans la bleuetière. Puis, on parle d'un impact par rapport au bleuet, mais les projets de recherche qui ont été faits tout au long peut-être on va parler de ta carrière, là, pas avant. Là. C'est quoi un peu l'impact sur l'agriculture? Le sang, je vais te le poser de même. Là. Tu le vois-tu? Tu le sens-tu? Oui. Ben, tu sais, dans le fond, moi, un des objectifs que j'ai eu quand j'ai commencé à travailler sur le bleuet, au niveau de la fertilité des sols, au niveau de la fertilisation, on utilisait les analyses foliaires, donc les éléments nutritifs contenus dans les feuilles, des normes qui avaient été établies au Maine en 1968. OK. Là, on est en 90. Là, on est à peu près en 96-98 dans ces eaux-là. Fait qu'on avait quelque chose qui était à l'autre bout du monde. Fait que là, je me suis dit, je vais travailler justement pour établir pour le Québec des normes qu'on va utiliser. Donc, c'est les agronomes qui font les recommandations pour les producteurs. Donc, je vais développer des normes qu'ils vont pouvoir utiliser. Puis après ça, ils vont mettre ça dans leur plan de fertilisation. Puis les producteurs vont mettre la bonne quantité d'engrais. Fait que c'était un de mes objectifs, puis je suis content, je l'ai atteint. Fait qu'après ça, je peux m'asseoir, puis ma job est faite, comme on dit. Non, parce qu'on peut pas dire qu'au niveau de la science, on n'invente pas le bouton à 4 trous tous les jours. Là. Non. C'est ça. Puis c'est long. C'est long. Puis, tu sais, au bout du projet, ça veut pas dire que c'est l'hypothèse que vous avez amenée au début. Oui, fait que j'ai travaillé là-dessus, puis j'ai été content parce que ça a fonctionné. Donc, ça a pris quand même quelques années pour accumuler des résultats, des données. Puis là, par la suite, il y a eu l'analyse, après ça, écrire un article, puis après ça, le publier, le faire approuver par les pairs, puis après ça, un coup que c'est comme approuvé, entre guillemets, là, j'ai écrit un article de vulgarisation, j'ai mis ça dans le guide de production du bleuet. Fait que là, les agronomes
utilise maintenant les normes que Jean Lafont a développées pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Bon, c'est rapproché. Donc, c'est vraiment sous nos conditions pédoclimatiques. C'est pas les conditions du Maine, avec les sols du Maine, avec le climat du Maine. Puis en 1968, là. Ouais. Donc, là, on a des... Dans le fond, ça a été publié, je pense, en 2009. OK. Ouais. Fait que depuis une quinzaine d'années, on utilise ces normes-là. Puis tu sens-tu que ça a eu un impact dans la production? Oui, mais moi aussi, un des aspects, c'était au niveau de la fertilisation, de bien utiliser les bons nutriments. OK. Puis évidemment, on s'aperçoit que les producteurs ont augmenté leur rendement en fertilisant mieux leurs bleuetières. OK. Ah, mais ça, c'est... Fait que c'est quand même, on peut doubler facilement la production si on fertilise bien. C'est sûr que le bleuet, il y a plusieurs facteurs à tenir compte. Le bleuet n'est pas compétitif, fait qu'il faut enlever les mauvaises herbes. Okay. Si tu as des mauvaises herbes puis tu fertilises, ça ne marche pas. Tu fertilises aussi les mauvaises herbes. Surtout les mauvaises herbes. Bon. Un coup que ça s'est réglé, bon, là, il faut que tu aies une belle densité de plants. Après ça, ça prend aussi des abeilles, des pollinisateurs. Donc, si tu as des belles fleurs, oui, mais si tu n'as pas d'abeilles, ça ne fera pas beaucoup de fruits. Bon, après ça, ça prend des abeilles. Après ça, il ne faut pas que ça gèle au printemps. Donc, encore un autre facteur climatique. Après ça aussi, il faut qu'il pleuve. si toutes ces conditions-là sont alignées, on a une belle production comme cette année ou comme en 2016. Parce que cette année, on va avoir à peu près au-dessus de 100 millions de livres, semblerait, que j'ai vu dans les journaux. Ouais. Fait qu'en 2016, on a eu 125 millions de livres, qui avait été l'année record. OK. Puis j'ai regardé les données météo de 2016 puis 2022. Ah ouais? C'est quasiment... Ça se ressemble? Ça se ressemble. OK. Il n'y a plus. Ouais. Il n'a pas fait chaud, il n'a pas fait froid non plus. Fait que c'est des températures moyennes comparables. Ça, c'est sûr que le mois de septembre, là, il n'est pas complet, fait que c'est un peu... Mais la récolte est à peu près terminée. Là. Ouais. Puis j'ai comparé les données de 2021, sécheresse totale. Les précipitations en 2021 ont été à peu près de 200 mm durant l'été. Cette année, on est au-dessus de 450. Puis la moyenne, c'est à peu près 345. Ah ouais, fait qu'on pourrait faire un lien direct. Ça ressemble, mais là, il ne faut pas qu'il y ait de gel au printemps, il ne faut pas qu'il y ait de gel à l'automne, mais cette année, on n'a pas eu de gel. Fait que, ça a gelé un peu, mais pas beaucoup. Fait que ça n'a pas assez pour affecter la récolte. Puis on s'aperçoit que l'eau est un facteur limitatif important là, au niveau de la production. Ah. Fait que, ça prend de l'eau au printemps pour assurer que les plants sont bien alimentés pour supporter les fleurs. Au mois de juin aussi. Au mois de juillet, il peut supporter un peu de sécheresse. Puis après ça, au mois d'août, ça a besoin d'eau aussi pour gonfler les fruits, dans le fond. Fait que les fruits, les petits bleuets, là, c'est plein d'eau. Fait que ça prend de l'eau pour les remplir. Fait que, tantôt, tu prenais l'exemple de ton projet de recherche. On parle de plusieurs années. Oui. Fait que quand tu arrives avec un résultat comme le résultat que tu parlais tantôt, il n'y a rien de plus gratifiant que ça pour un chercheur. C'était plaisant, oui. Puis, je suis allé présenter aussi mes résultats au Maine. Puis, il y avait un chercheur qui a pris sa retraite depuis, puis il dit les gens du Québec sont vraiment chanceux de t'avoir. Ah. Fait que des fois, il faut aller ailleurs pour se le faire dire. Oui, c'est ça, c'est tout le temps. Nul n'est prophète dans son pays. Non, c'est sûr. Fait qu'on est chanceux aussi de l'avoir en Normandie d'abord. Oui. Les gens du Nouveau-Brunswick sont très jaloux d'avoir un chercheur comme moi en Normandin. Là. Parce que ils aimeraient ça d'avoir un spécialiste comme ça. Ils n'en ont pas d'autres. Ils n'en ont pas. Ils ont un centre de recherche à Fredericton. Fédéral aussi? Fédéral aussi, mais qui est axé beaucoup sur la pomme de terre. Ah oui. Fait que, il n'y a personne en bleuet. Ça va aux intérêts des chercheurs qui sont en place? En fonction de la mission du centre de recherche. Okay. Ouais. On avait des missions très ciblées, comme Québec, c'était sur les sols et les grandes cultures. Fredericton, justement, pommes de terre. Sherbrooke, c'était vraiment laitier et porcin. Donc, vraiment des mandats forts pour avoir comme une masse critique de chercheurs pour effectuer les travaux de recherche. Mais là, aujourd'hui, on est en train de défaire un peu ça parce qu'on veut avoir des projets multidisciplinaires. Mm-hmm. Fait que là, on se ramasse tout du monde en sciences du sol, mais là, on aimerait avoir quelqu'un, mettons, en mauvaise herbe. Mais là, c'est qui travaille en mauvaise herbe maintenant? On ne le sait plus. OK. Fait que là, il faut téléphoner, il faut chercher. Il faut chercher. En plus des projets de recherche, il faut que vous cherchiez qui va chercher. Tantôt, il y a quelque chose d'intéressant, je voudrais revenir là-dessus. Quand tu parlais qu'un coup, ta lettre d'intention était acceptée, que tu montais, c'était en dehors. Ça pouvait être d'autres pays qui... Oui, la lettre d'intention, c'est à l'interne. Puis après ça, le projet... C'est la proposition complète, elle devient évaluée par les pairs. Qui peuvent être n'importe où dans le monde. Oui, oui. Parce que souvent, il y a 2-3 lignes, une demande des suggestions de reviseurs. Fait que, mettons, j'écris une demande, mettons, sur le bleuet sauvage.
Ben, je sais qu'au Maine, je connais quelqu'un qui travaille sur le bleuet, fait que je vais la mettre comme reviseur. OK. Je vais mettre peut-être quelqu'un de Kenville qui travaille sur le bleuet un peu, je vais la mettre comme reviseur aussi. OK, fait que c'est quand même... c'est gros. Oui, c'est un gros challenge. Il faut vendre notre salade. Là. Oui, puis c'est le fun aussi de voir que ça... dans le fond, ça sort là, du domaine politique. Là. C'est pas juste la politique qui décide. Là, c'est vraiment la qualité du projet là, qui est évaluée. Là. Tu sais, on le voit souvent dans les médias, dès les nombreuses fois qu'on a parlé de la fermeture, on n'ira pas là-dessus, mais c'est-tu important d'avoir un centre de recherche dans notre secteur où on pourrait se dire, ben gars, on en a un à Québec, on en a un à Sherbrooke, on va se contenter de ça, puis on va être capable de faire des projets, ou c'est vraiment important d'avoir un centre dans notre secteur? C'est vraiment important. Oui. C'est vraiment important. Là, on a beau dire là, qu'on peut tout faire à distance, mais non, physiquement, à un moment donné, il faut avoir des institutions là, qui sont en place. Puis on le voit vraiment qu'au lac, on est vraiment chanceux puis favorisé. Parce qu'avoir une ferme en milieu agricole, c'est vraiment gagnant, là, aussi bien pour les chercheurs qui travaillent à la ferme que pour les producteurs. Fait que les échanges sont très faciles. Moi, je sors dehors, je fais 2 kilomètres, puis je parle avec Mario Théberge. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué. Puis lui, il peut débarquer dans mon bureau, puis il peut me placoter ça sans problème, puis le lien est très, très, très facile. Tandis que comme à Québec, le centre de recherche, il est sur Hochelaga, en arrière de Place Sainte-Foy. Ouais. Mais il est à côté de l'Université Laval, oui. à côté de la Faculté d'agriculture. Bon. Il y a des avantages. Il y a des avantages, mais ils sont plus loin des producteurs. Fait qu'eux autres, quand c'est le temps de sortir pour aller voir les producteurs, ben le lien il est plus difficile, il est plus compliqué, il est plus long à faire. Donc, on a vraiment une proximité qui est avantageuse pour nous autres. Là. OK, puis ça peut-tu aller jusqu'à être... Tu sais, ça peut-tu favoriser les chercheurs? C'est-tu un avantage pour des chercheurs aussi d'être dans un centre situé dans l'action, si on veut? Je pense que oui. Oui? Je pense que oui. Ben, en tout cas, ça dépend du type de recherche. C'est sûr que si tu fais de la génétique du génome du blé, tu pourrais être sur la planète Mars, puis ça ferait pareil. Parce que tu n'as pas besoin, tu as 3 gènes, puis tu pourrais travailler n'importe où. Mais nous autres, on est plus au niveau agronomique. Donc, c'est intéressant d'avoir ce lien-là. On voit les producteurs peuvent donner leur input. On a rencontré cet été un groupe d'innovation en agriculture biologique. On avait fait une rencontre cet hiver en Zoom. Puis là, ils ont invité cet été parce qu'on avait le droit d'avoir de la visite. Enfin, on était contents. Tout le monde était content. Fait qu'ils sont venus à la ferme. Puis là, on a eu une discussion autour des parcelles. Puis finalement, on était dehors, mais les parcelles, c'était juste une défaite pour parler. Parce que, tu sais, on parlaient de leurs problématiques, leur type de rotation, leurs enjeux, c'était comment ils vendaient leur culture. Puis bon, fait que, c'était vraiment une belle proximité, puis des beaux échanges. Nous autres, on leur donne de l'information, puis nous autres aussi, on va chercher beaucoup d'informations. Tu sais, dans le fond, on fait du co-développement, tu sais, on les écoute, puis ils nous donnent des idées. Des fois, c'est plus du transfert technologique qu'ils ont besoin. Mais des fois, c'est vraiment des aspects de science qui ne sont pas couverts. Donc, c'est vraiment des belles relations. C'est intéressant pour ça. Donc, c'est vraiment une belle situation que la ferme de Normandin, le fait qu'elle soit vraiment dans le milieu agricole, c'est vraiment une très bonne chose. Là. OK. Fait que le prochain coup qu'on entendra parler qu'elle ferme, il faut encore sortir aux barricades. Oui. Mais elle fermera pas. Mais elle fermera pas. Non, mais je pense qu'on est en très belle situation. Oui, on est rendu avec 4 chercheurs. Mais tu sais, dans le fond, avec la réflexion, avec le plan stratégique, il y avait une retraite qui avait été annoncée du chercheur en céréales. Puis finalement, le combat qu'on pensait, c'était de maintenir ce chercheur-là. Puis finalement, on a eu un autre chercheur. Donc, ça a été une bonne nouvelle. Ouais. Donc, on est rendu avec une équipe de 4. Puis je pense pas, là, donc je pense qu'on est bien parti. Nous autres aussi, on fait des pressions au niveau de nos patrons, qu'on aimerait ça avoir un peu plus de soutien au niveau technique pour avoir le meilleur, qu'on puisse mieux performer. Mais en tout cas, ça, on négocie à l'interne. C'est des débats. Fait que, peut-être en conclusion, si on parlerait de la vie... Ben, tu nous as parlé un peu de la plan stratégique qui vient d'être adopté pour les 10 prochaines années. Oui. Fait que la vision de l'avenir est quand même bien enlignée. Très bien aligné, parce que si on parle beaucoup juste des résiliences des agroécosystèmes et les changements climatiques, on est vraiment aligné là-dessus au niveau de la séquestration du carbone. Donc, nos projets de recherche visent justement, oui, on veut produire, parce que plus qu'on produit de carbone, donc c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, on veut aussi réduire les engrais azotés. Donc, il faut trouver des systèmes de rotation performants avec des légumineuses, avec des plantes fourragères qui peuvent diminuer notre dépendance aux engrais azotés. Donc, on a quand même plein de défis
qui sont en lien directement avec nos expertises, qui sont en lien directement avec les priorités ministérielles, avec les missions. Donc, c'est vraiment, là, à un moment donné, on se tentait un peu enfant seul, mais là, je trouve qu'on est embarqué dedans, là, carrément. Là. Ah, fait que c'est vraiment encourageant. Oui. Puis tu sais, la recherche, je parle avec un chercheur scientifique, c'est sûr que ça fait partie de ton quotidien, mais comment je dirais ça? C'est là pour rester, c'est sûr. Oui. On n'a pas le choix. Il faut. Puis, de par ton expérience, ça fait quand même assez longtemps, tous les gouvernements sont toujours en accord avec la recherche. Il y a toujours une place pour la recherche. Il va toujours y avoir une place pour la recherche. Oui, on a vécu plusieurs coupures au niveau du fédéral. On se rappelle en 95. Après ça, un autre gouvernement, il y a eu des coupures. Puis le ministère, on a tout le temps, on va dire, survécu. Oui, on a eu des coupures, mais jamais eu de fermeture. OK. Parce que c'est sûr que l'agriculture au Canada, c'est un moteur économique important. C'est sûr que dans l'Est, c'est un peu moins apparent parce qu'on est plus production animale. Mais si on va dans l'Ouest, c'est des grandes prairies, c'est des grands champs de blé, de canola. Donc, c'est un gros moteur économique. Puis, on fournit aussi beaucoup d'aliments à travers le monde. Puis, il y a toujours place à l'innovation. Puis, l'innovation passe par la recherche. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'on... Peu importe les gouvernements, on va tout le temps avoir... C'est un mandat fort. Ça fluctue, évidemment, mais quand même, ça va demeurer une priorité numéro 1 au niveau du gouvernement. Puis, de façon générale, toi, sur le terrain, les producteurs aussi tiennent à la recherche. Oui, ils ont besoin, ils veulent. Oui, ils veulent tout le temps nous challenger pour qu'on trouve d'autres variétés. Ils veulent des réponses à tout. Fait que on cherche. Fait que l'agriculture et la recherche, c'est un mariage à vie. À vie. Pour le meilleur et pour le pire. Puis Jean Lafont pour la région, c'est aussi un mariage à vie ou le Fredericton va réussir à aller chercher Jean Lafont un jour? Non, je vais rester ici. Malgré que j'ai des amis encore à Fredericton, fait que... Tu pourrais y aller un petit peu, là, mais... Je vais revenir, des vacances. Hey, mais un énorme merci, ça a été super intéressant. Ça fait plaisir. Super pertinent, puis je pense que ça nous permet là, de découvrir tout ce qui se passe là, puis on le voit souvent de loin, mais on voit bien que ça brasse. Parce qu'il y a au moins une vingtaine de projets de recherche qui se déroulent à la ferme. Présentement? Oui. 20 projets de recherche? À peu près. Crème, c'est... Fait que tu sais, ça se passe pas tout dans nos murs, là. T'sais, on a des essais qui ont lieu à l'extérieur, mais il y a une vingtaine de projets qui se déroulent. Puis, c'est pas dans vos murs, mais c'est dans la région. C'est dans la région, moi, quand je parle dans les bleuetières, déjà eu des projets aussi, mettons, à Péribonca, dans Pomme de Terre. On a eu des essais à Saint-Edmond, chez les Barrettes. OK. Puis moi, dans les bleuetières, je n'ai eu à peu près partout, dans toutes les bleuetières, toutes les coopératives du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai eu des projets. Donc, Puis aussi, on travaille beaucoup avec d'autres chercheurs, aussi bien dans l'Ouest canadien que dans les maritimes. De par ton expérience, tu dois être appelé des fois à... C'est ça. J'ai une collègue là, qui est à Kenville. Kenville, c'est où, ça, pour le... Halifax. Halifax, OK. Ben, je veux dire, c'est en Nouvelle-Écosse, mais à côté de Halifax. Là. Puis, fait qu'on a les parcelles de recherche sont en Normandin. Les analyses microbiologiques sont faites à Fredericton, puis à Kenville. OK. Le leader du projet est à Kenville. Moi, je suis collaborateur. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là... puis on a aussi un collaborateur à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Oui. Puis c'est comme ça maintenant. Oui, puis je pense que ça va l'être de plus en plus aussi. Oui, de plus en plus. Tout ça facilite les communications. Puis... Ah, ben fait que l'avenir de la recherche est quand même... Ça va bien. Ouais, mais c'est le fun. Avec le nouveau chercheur, il est ambitieux, il y a beaucoup de... Oui. Il veut beaucoup. Il y a des grands projets, fait que je pense qu'on est bien... L'avenir est en bonne main. Ah, ben super. C'est le fun d'entendre. Oui. Ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est tout pour cette semaine. Merci à nos auditeurs de nous écouter. On s'entretient à nouveau la semaine prochaine. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.